Le monde change, mais pas vos croyances, pas votre modèle. L'incertitude, c'est le propre de l'inédit. Donc on est face à quelque chose de nouveau. Il y a nécessairement une part de créativité dans la réponse. Le vrai danger, c'est quand on ne va pas être capable de mettre à jour ses croyances. Donc réinventer nos modèles de management, d'affaires, stratégiques, etc. Là, il y a du travail. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence managériale. Bonne année, merci à tous de votre fidélité. Vous étiez très nombreux juste avant Noël pour écouter Christian Proutot, le fondateur du GIGN, qui nous a parlé de l'honneur de servir, valeur et leadership. Je vous propose de retrouver cette masterclass sur votre plateforme de podcast préférée ou sur notre chaîne YouTube. Elle est de toute beauté. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans l'année 2026 en parlant de comment on va gérer l'incertitude, parce qu'on est clairement dans un monde du cas. Et pour ça, on a le plaisir d'accueillir Philippe Zieperson. Bonjour Philippe. Bonjour. Un immense plaisir de te recevoir. Je suis un grand fan d'un livre que tu as publié il y a 10 ans, 12 ans, Ouais. Effectuation, Ouais. qui a vraiment marqué son temps, que j'ai offert à ma fille entrepreneur, qui est un recueil de conseils, de 5 règles clés pour entreprendre en toute liberté. On aura l'occasion d'en reparler. Peut-être, Yann, peux-tu nous faire le portrait de notre invité du jour? Bonjour Philippe. Alors, vous êtes un directeur académique du programme de formation des cadres à l'UM Lyon. Vous avez été chercheur associé et membre du centre de recherche de gestion à Polytechnique. Vous avez aussi enseigné à HEC. Mais avant tout ça, vous avez vécu l'entrepreneuriat de l'intérieur. Pendant plusieurs années, vous avez créé, dirigé et transformé des entreprises, notamment dans la tech, avec Digital Airways que vous avez cofondé et dirigé pendant près de 10 ans. Votre parcours est particulièrement riche. Vous êtes titulaire d'un MBA en management à la London Business School, d'un DEA à Panthéon-Sorbonne et surtout d'un doctorat en entrepreneuriat et innovation à Polytechnique. Une trajectoire qui reflète bien votre style, à la fois curieux, rigoureux et résolument orienté vers le concret. Vos travaux portent sur une question essentielle: comment agir et innover dans un monde incertain. Vous explorez ce que vous appelez l'incertitude radicale et vous aidez les organisations à s'y préparer, à s'y adapter et à en faire une force. Côté écriture, vous êtes un auteur prolifique avec plus d'une quinzaine d'ouvrages, dont Effectuation, les principes de l'entrepreneuriat pour tous, qui est devenu un classique pour comprendre comment décider et agir dans l'incertitude. Cet ouvrage a d'ailleurs été distingué par le prix académique de la recherche en management, ce qui confirme bien votre place parmi les références françaises sur les sujets de stratégie, d'entrepreneuriat et de décision. La communauté des masterclass de l'excellence managériale vous remercie de votre présence et est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Ravi de t'accueillir aujourd'hui. Donc, on va parler d'incertitude. Tracer sa voie dans l'incertitude, c'est ton dernier ouvrage qui est paru aux éditions Diateino, les règles de votre création ultime, qui est à la fois une plongée dans la philosophie, les pourquoi est-ce qu'on est incertain, comment est-ce qu'on réagit à l'incertain, comment on se protège dans l'incertain. Il y a des références à la psychologie, il y a des références bien sûr business, parce que tu es avant tout un homme de business. Passionnant. Moi, j'ai commencé par le début de ton parcours. Tu es rentré dans l'IA avant tout le monde, puisqu'en 91, tu fais un doctorat en intelligence artificielle. Oui, alors bon, il y a plein de raisons. Moi, j'ai toujours été un homme du logiciel. Voilà, en 1982, mon papa achetait un Apple II. Je suis tombé dedans quand j'étais très petit et j'en suis jamais sorti. Donc, j'ai écrit du code, du logiciel. Et puis, là où je faisais mes études à Caen, il y avait dans le domaine qu'un seul DEA qui était un DEA d'intelligence artificielle, puisque Caen, à l'époque, était une des équipes pionnières avec Paris 6 et il y avait très peu d'équipes en fait IA en France. Donc j'ai fait un DEA d'IA et on en discutait un peu avant, juste au moment où effectivement ça a été en fait le troisième hiver de l'IA. Donc j'ai été formé aux systèmes experts à peu près au moment où en gros le monde de l'IA a conclu que les systèmes experts c'était pas le bon modèle et on est passé à un autre modèle qui est ce qu'on connaît aujourd'hui qui est l'apprentissage. Donc j'ai déjà très jeune vécu une grosse rupture, mais voilà, j'en ai gardé un très bon souvenir puisque c'était absolument passionnant.
Et puis ensuite, tu as plongé dans l'univers du business. Tu as vécu l'incertitude des deux côtés, à la fois en tant qu'entrepreneur, dirigeant, et puis en tant que chercheur, conseiller auprès de dirigeants, enseignant. Comment est-ce que tu perçois ces types d'incertitudes quand tu es les mains dans le cambouis à la tête de ton entreprise et versus tu prends du recul et tu conseilles les autres? Alors, en un sens, c'est parfois plus facile, évidemment, de conseiller, mais quand on l'a vécu soi-même, alors moi, je l'ai vécu à la fois, effectivement, en tant qu'entrepreneur, j'ai lancé des produits pour lesquels, a priori, il n'y avait pas de marché existant. C'est des choses très émergentes, hein, donc auxquelles beaucoup d'entrepreneurs sont habitués. Mais j'ai vécu aussi l'incertitude pour mes propres clients qui, eux-mêmes, alors, ma dernière start-up, c'était dans la téléphonie mobile, donc autant te dire que c'est un sujet qui a été très très disrupté, hein, puisqu'on a connu le balayage de l'iPhone qui est arrivé et qui a absolument tout disrupté, donc Nokia, BlackBerry, etc. Donc moi je l'ai vécu de l'intérieur. À partir de 2008-2009, tous mes clients en gros disparaissent face à Android d'une part et puis l'iPhone. Donc voilà, donc je l'ai vécu en tant qu'entrepreneur, je l'ai vécu en tant que fournisseur d'entreprises qui elles-mêmes étaient soumises à l'incertitude. Et puis effectivement, en tant que chercheur et aujourd'hui à la fois sur le plan théorique et en accompagnant des entreprises qui sont elles aussi encore aujourd'hui, peut-être même plus que jamais, soumises à cette incertitude sur des marchés, mais pas que, sur les produits, sur les aspects sociétaux, géopolitiques évidemment, comme on peut le voir dans l'actualité. Face à l'incertitude, il y a des mécanismes de défense qui se mettent en route automatiquement. Et un de ces mécanismes, c'est de se protéger en idéalisant un double. Est-ce que tu nous parlais de cette notion de double, qui est un réflexe de protection face à l'incertitude? Alors, c'est vrai que face à l'incertitude, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les grands modèles qui nous ont structurés, alors qui peuvent être des modèles personnels, par exemple le rapport au travail, le rapport à la carrière, des modèles collectifs, le travail, l'inscription dans un collectif professionnel, les grands modèles sociétaux, on le voit bien avec la laïcité ou le paysage politique, des grands modèles politiques, géopolitiques. Là, il suffit évidemment de suivre un peu l'actualité pour voir qu'on est dans un grand chambardement. Cette obsolescence ou cette remise en question de modèles qui sont parfois fondamentaux et encore une fois qui définissent souvent notre identité est assez naturellement anxiogène. Donc effectivement, on va avoir un réflexe de protection, puisqu'en fait, le monde n'a plus vraiment de sens. Nos modèles servent à donner un sens au monde. Il se passe ceci parce qu'il y a cela. Mais là, le parce que fonctionne plus. Et on voit des choses, quand on parle, pour ne prendre qu'un seul exemple, évidemment, que l'Amérique est sur le point de saisir le Groenland. Si on s'était dit ça il y a 2 ans, on aurait juste éclaté de rire. Et donc, entre l'éclat de rire il y a 2 ans et puis la réalité aujourd'hui, il s'est passé un temps très bref. Donc, ce réflexe de protection, c'est-à-dire, en fait, je comprends plus ce qui se passe, je peux plus donner de sens, il est assez naturel et on va se réfugier dans une espèce de bulle protectrice. Et ça, c'est effectivement le danger fondamental. En pure protection, il n'y a pas d'échappatoire, en fait. Et à ce moment-là, il ne reste qu'une tentative de retraite. Alors, on a tous des amis qui se disent je vais aller immigrer alors le plus loin possible. Alors ça va être le sud de l'Amérique du Sud ou ça va être la Nouvelle-Zélande. Donc il y a un réflexe de fuite en fait. L'autre réflexe, c'est de se dire on peut aussi, alors sans négliger le côté anxiogène évidemment, et sans surtout être naïf sur les écueils qui nous attendent, essayer autant que possible de vivre ça joyeusement, mais s'enfermer dans une bulle de protection ne peut pas être une solution, même si elle est tellement tentante effectivement. Et alors, qu'est-ce qu'on appelle le double? Alors, le double, c'est en fait quand... alors, on l'a beaucoup observé chez des individus et chez les entreprises. Moi, je l'ai beaucoup vu en entreprise. Quand nos propres modèles se fragilisent, évidemment, on est en proie au doute. Et le réflexe, c'est de dire, voilà, mes modèles ne fonctionnent plus, donc il faut que j'en trouve d'autres. Et à l'extérieur, il y en a plein qui sont à disposition. Il y a des idéologies, il y a des évidences qui sont par exemple des modes managériales. Une entreprise en croissance doit faire ceci, une start-up doit faire cela. Voilà. On est entouré de fausses évidences managériales, moi j'appelle ça les feux extérieurs, et qui sont des formes d'attaque en fait, parce que plus nos croyances à nous, nos modèles à nous sont fragilisés, plus on va avoir tendance à aller s'appuyer sur ce qui nous est présenté comme des évidences en fait. Et donc on va se protéger en construisant une espèce d'imaginaire. Alors
On l'a beaucoup vu pour ne prendre qu'un seul exemple, sur la raison d'être des entreprises, où on s'est retrouvé beaucoup plus dans une logique de justification qui consistait à dire, voyez, on a une entreprise, virgule, mais on n'est pas méchant. La preuve, c'est qu'on finance une équipe de foot, ou on agit pour le climat, etc. Et cette logique qui consiste à nier sa propre valeur pour se défendre, elle est totalement suicidaire. Parce qu'effectivement, on va construire un double, c'est-à-dire une représentation pour l'extérieur qui n'est pas nous, en fait. Et ça, encore une fois, c'est aussi une logique destructrice, parce que plus on fait ça, plus on s'affaiblit à l'intérieur. Et plus on s'affaiblit à l'intérieur, plus on a besoin d'aller construire une protection. Et on a une espèce de cercle vicieux dans lequel les entreprises, pour beaucoup, se sont enfermées ces dernières années. On commence un peu à en sortir. Par exemple, une des grandes évidences dont on est à peine en train de sortir, c'était ces dernières années, qui était que une entreprise doit faire de la politique. Voilà. Je vends des glaces, eh bien, je dois avoir une position sur le Moyen-Orient, je dois avoir une position sur tel ou tel fait de politique, etc. Ça a été une espèce d'évidence, et beaucoup d'entreprises ont construit, pour se protéger, une image d'acteurs engagés sur tel et tel sujet, etc. Et on a vu à quel point ça a été dangereux, puisqu'évidemment, il y a eu un retour de kick, comme dirait l'autre, alors notamment de Trump, parce que cet engagement était un peu à sens unique, et le camp adverse a dit je suis désolé, nous on n'est pas d'accord, et là hop, on est reparti dans l'autre sens, et les entreprises se sont dit oula, finalement avoir une opinion sur tel ou tel fait politique n'est peut-être pas une bonne idée. Si on vend des glaces, vendons des glaces à des gens de droite, de gauche, du centre, etc. Voilà. Et donc on est un peu revenu en arrière sur ce qui était présenté comme une évidence. Voilà. Donc là, le masque, c'est un peu fissuré, heureusement, mais il y a cet écueil. Quand on est dirigeant, comment est-ce qu'on fait le constat que son entreprise est en train de dériver et justement qu'il y a des fissures qui commencent à apparaître dans le mur? Alors ça, il y a un exemple que je cite dans le livre, d'une startup qui s'appelle Coinbase, qui a été fondée par quelqu'un d'assez brillant et qui était très engagé politiquement. Et il a encouragé les discussions politiques dans son entreprise. Il disait, moi, je suis entrepreneur, mais je suis aussi militant, et j'encourage les discussions politiques dans mon entreprise. Je prends position sur des faits de société, etc. Et puis, au bout de quelques mois, il s'est aperçu qu'en fait, dans son entreprise, on passait plus de temps à se battre, à s'engueuler, et la température montait très rapidement, qu'à faire son travail, en fait. Et donc, il a opéré un virage à 180 degrés, et il a dit, voilà, je change d'avis, je me suis trompé. Et il dit, à partir de maintenant, j'interdis les discussions politiques dans l'entreprise. Donc là, il y a une prise de conscience, en fait, des conséquences. Et pour ça, il y a une espèce de réancrage, c'est-à-dire il faut partir de qui on est. Et c'est pour ça que c'est une décision propre à chaque individu, chaque organisation, chaque dirigeant, en disant, voilà, qui sommes-nous et quel est notre regard sur ce sujet-là, et de dire, non, en conscience, nous décidons que nous ne discuterons pas de politique dans notre entreprise. On n'a pas d'autre position de dire que tout le monde devrait faire comme nous, que personne ne devrait faire, etc. On dit juste que nous, c'est comme ça. Et au moins, pour les différentes parties prenantes, d'abord nos employés, puis nos partenaires, au moins on est clair. Et après, alors il a eu des démissions, évidemment, mais il a eu aussi un afflux de candidatures, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a des gens qui sont venus en disant, moi je veux une entreprise où on ne discute pas de politique, moi je veux faire du code, je veux faire du bitcoin, etc. Et je veux le faire avec des gens dont je ne connais pas les opinions politiques, parce que pour moi c'est à l'extérieur, etc. Et donc cette clarification-là, cet ancrage sur qui on est, je pense que en plus c'est la base de la stratégie, ça permet justement d'éviter ce type de dérive où vous êtes amené à donner votre avis sur un peu tout et n'importe quoi, ce qui est une dérive assez dangereuse. Est-ce que c'est la fin de l'engagement citoyen des entreprises? Alors, pas du tout. Une entreprise, de toute façon, a un engagement citoyen. C'est-à-dire que cette idée que l'entreprise serait une espèce d'entité complètement déconnectée de la société, c'est pas vrai. Enfin, c'est absolument pas vrai. La première chose qu'on apprend en gestion, en management ou en entrepreneuriat, c'est que l'entreprise est un objet social. D'ailleurs, on appelle bien ça une raison sociale. C'est un groupe de gens qui font des choses dans une société, puisqu'on a des employés, on a des fournisseurs, on a des clients, on utilise des locaux, etc. Donc, il y a de toute façon une inscription sociétale. On paye des impôts, on paye des charges sociales, et on a un rôle sociétal. L'enjeu, c'est qu'il faut le circonscrire. D'une part, pour une raison interne qui est que on a vu à quel point on pouvait se perdre, et ça c'est un risque.
Et d'autre part, il y a aussi un problème de légitimité. C'est au nom de quoi un chef d'entreprise, simplement parce qu'il pèse, je ne sais pas, quelques milliards, aurait plus de poids quand il donne son avis qu'un citoyen. Et ça pose un vrai sujet démocratique. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi un PDG, sous prétexte qu'il pèse quelques milliards, eh bien pourquoi sa voix, son opinion sur un sujet aurait plus de poids que moi qui suis citoyen, puisque ce PDG n'est pas élu. Et donc, son opinion politique ne devrait pas avoir plus de poids qu'un autre. Ou alors... C'est un influenceur comme un autre. Alors, qui a de la visibilité. Voilà, mais il faut comprendre les bases de sa légitimité. Et à ce moment-là, si le PDG en question veut avoir un poids politique, qu'il prenne un mandat, qu'il se présente à une élection. Et à ce moment-là, génial. Là, il y aura un vrai engagement sociétal. Mais là, on a l'impression qu'on a un peu deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que du haut de mon poids financier et du nombre d'employés que j'ai, je vais prendre une position dont je ne suis pas comptable par ailleurs, puisque je ne peux pas être sanctionné par un vote. Et donc là, il y a un sujet démocratique, je pense. Quand une entreprise, une organisation se raconte une histoire qui la rassure, ça se voit où en premier? Est-ce que ça se voit dans les chiffres? Ça se voit dans le mode de management? Est-ce que ça se voit sur le terrain? Est-ce que ça se voit sur les rapports entre les gens? Alors, le dernier endroit où ça se voit, c'est sur les chiffres. Et c'est ça qui est terrible, en fait. C'est qu'on a des glissements d'entreprises qui se perdent. Et c'est pour ça que c'est un vrai sujet, les indicateurs de performance, parce qu'on en voit les conséquences que souvent quand c'est trop tard, quand c'est très tard. Alors, je cite l'exemple d'Apple, qui est d'école. Alors, on en parle beaucoup pour l'iPhone, on parle beaucoup moins d'Apple dans sa période 95-96, qui est le moment où ils ont quasiment fait faillite. Quand Jobs reprend Apple fin 96, début 97, l'entreprise est à 2 mois de la cessation de paiement. Cette dérive-là, alors à l'époque, moi je travaillais sur Mac, donc je l'ai vécu en tant que partenaire d'Apple, et on avait cette espèce de dérive et d'enfermement dans des croyances. Et ce qui est intéressant, c'est que la première action de Jobs, c'est justement de casser ces fausses croyances. C'est-à-dire qu'il arrive, il y a une vidéo qui est sur Internet qui le montre très bien, il y a une session avec des développeurs Apple, et il a une question sur un produit auquel il a mis un terme, et je sais, parce que moi j'avais développé, ça m'a coûté très cher. Il dit, écoutez, il ne le dit pas comme ça, mais globalement, arrêtons de croire à un certain nombre de choses qui nous enferment. On retrouve cette idée de bulle qu'on évoquait tout à l'heure. Et nous avons cru, par exemple, que pour que Apple gagne, il fallait que Microsoft perde. En gros, il dit, dommage, mais c'est nous qui avons perdu, donc on arrête. Et en fait, on peut gagner avec Microsoft, etc. Donc, il va casser comme ça, de façon très brutale, un certain nombre de mythes, d'illusions dans lesquelles le monde Apple a vécu, en disant, voilà, tant qu'on continue à croire à ça, aucun redressement n'est possible. Donc, on a perdu, on peut travailler avec Microsoft, et puis il y a ça, et puis il y a ça. Et clac, clac, donc ça jette un froid dans l'assistance, mais il dit, tant qu'on croit à ces choses-là, rien n'est possible. À partir de là, une fois qu'on a une vision de la réalité, qui peut être déplaisante par ailleurs, là, on peut commencer à travailler, parce qu'on n'est plus dans l'illusion. Voilà. Donc, c'est là, alors le terme de leadership est vraiment très galvaudé, mais c'est là vraiment qu'il y a un acte de leadership, qui dit, voilà, la réalité, c'est ça. Elle est déplaisante, mais c'est comme ça. Et une fois qu'on l'a accepté, là, on peut commencer à travailler. Donc, c'est vraiment dans les chiffres que ça se voit en dernier. C'est ça qui est terrible. Et alors, dans la salle de conseil, dans les comités de direction, qu'est-ce qui, le plus souvent, pousse les dirigeants à prendre des mauvaises décisions dans ces cas d'incertitude? Alors, il y a encore une fois cette notion de croyance. C'est-à-dire qu'un collectif se structure toujours autour de croyances fondamentales. Moi, j'appelle ça des modèles mentaux. Alors, ça se traduit notamment dans le fameux modèle d'affaires. Le modèle d'affaires, au fond, c'est quoi? C'est un certain nombre de croyances que nous avons sur ce qu'il faut vendre, à qui il faut le vendre, comment on le vend, par quel canal, quelles ressources elles sont nécessaires pour délivrer cette proposition de valeur. Tout ça est au début, quand on parle d'une start-up, c'est un ensemble d'hypothèses. La start-up démarre, et puis certaines de ces hypothèses vont être entre guillemets confirmées, voilà, ça fonctionne. D'autres vont être infirmées, on est trop cher, c'est pas le bon segment, on a tous vécu ça. On fait quelques ajustements, et puis si on se débrouille bien, au bout d'un moment, le modèle est stabilisé. Et donc, les croyances fondamentales de l'organisation, qui sont en fond des croyances sur ce qui marche et ce qui marche pas, se stabilisent, cessent de devenir des hypothèses pour devenir d'abord des croyances, puis des vérités, puis des évidences, et puis à la fin, on les voit même plus, parce qu'on a toujours fait comme ça. Alors ça, c'est un gage d'efficacité.
C'est pour ça que quand vous avez 1000, 5000, 50 000 ou 100 000 personnes, quand ces croyances-là, elles sont au fin fond de chacun de vos collaborateurs, évidemment, c'est une efficacité redoutable, puisque vous n'avez plus besoin de diriger directement, puisque chacun a intégré ces valeurs-là, chacun a intégré le modèle, et ça fonctionne. Et puis, le monde change, et il peut s'avérer que le monde change, mais pas vos croyances, pas votre modèle. Donc c'est un peu comme vous êtes sur Google Maps, Google Maps n'a pas été mis à jour, la route elle tourne à droite alors que Google Maps vous dit qu'il faut aller tout droit. Et là c'est ce qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est-à-dire que, alors on le voit beaucoup par exemple dans l'Union européenne, c'est-à-dire que les croyances fondamentales sur lesquelles on s'est appuyé pendant des années, des dizaines d'années sur comment fonctionne le monde, ces croyances aujourd'hui, certaines d'entre elles sont obsolètes, alors parfois de façon très brutale. Parler de Trump, et le vrai danger, c'est quand on ne va pas être capable de mettre à jour ces croyances. Le signal d'alarme, et ce qu'on essaye de faire dans des COMEX, etc., c'est de rendre visibles ces croyances, puis après de les tester. Est-ce que c'est toujours vrai que nos clients nous achètent? Alors typiquement, nos clients nous achètent parce qu'on est les plus ceci ou les plus cela. C'est peut-être plus tout à fait vrai. On est meilleur que nos concurrents parce que c'est peut-être plus tout à fait vrai. Le paysage concurrentiel évolue. Donc, certaines de ces croyances deviennent obsolètes, plus ou moins rapidement, mais on s'en rend pas compte. Donc, à l'heure de l'incertitude, il y a un travail à faire sur rendre visibles ces croyances et les tester. C'est pas toujours agréable. C'est difficile parce qu'encore une fois, on le voit pas comme des croyances, mais comme des évidences, mais c'est, je pense, absolument nécessaire. Une des règles que tu donnes, c'est la règle de créativité. 15 octobre 1962, la Russie installe des missiles à Cuba, c'est la crise, et Kennedy aborde cette crise avec à la fois beaucoup de lucidité et une leçon de créativité. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment est-ce qu'on peut interpréter cette leçon dans le management? Alors, le préalable, c'est de dire que l'incertitude, c'est essentiellement l'émergence de l'inédit. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une continuité, on est face à un phénomène nouveau qu'on n'a jamais connu. Alors, on peut penser au Covid en 2020. Alors, il y avait déjà eu des épidémies, on n'est jamais dans le totalement nouveau. Mais on est quand même dans quelque chose qui est largement inédit, situation géopolitique actuelle, etc., l'émergence d'un nouveau marché. Voilà. Donc, l'incertitude, c'est le propre de l'inédit. Donc, on est face à quelque chose de nouveau. Donc, presque par définition, les anciennes recettes ne peuvent pas marcher telles quelles. On peut s'en inspirer, voilà. Mais il y a nécessairement une part de créativité dans la réponse. À situation nouvelle, on doit avoir au moins en partie une réponse nouvelle. Alors, l'épisode de la crise des missiles de Cuba, c'est effectivement les Américains découvrent très tardivement, alors que c'était sous leur nez, que les Russes ont installé des missiles balistiques à Cuba. Alors, ça veut dire que Washington est à 20 minutes d'un missile. Autant vous dire qu'on a, surtout à l'époque, aucune chance de l'intercepter. Donc, c'est potentiellement, si ces missiles sont activés, un bouleversement majeur de la géopolitique. Donc, les Américains détectent ces missiles, donc effectivement, le 14 octobre. Le 15, les photos sont sur le bureau de Kennedy. Il réunit son staff et les généraux lui disent Monsieur le Président, c'est très simple, on va annihiler Cuba. Voilà le document, signé en bas. Ne lisez pas les petits caractères et le reste, on s'en occupe. On balance des bombes nucléaires sur Cuba et puis le problème sera réglé. Alors, Kennedy n'est pas hyper emballé par cette proposition. On peut imaginer pourquoi. Alors d'ailleurs, il aura ce petit test personnel. Il dit voilà, si je fais ça, il n'est pas fondamentalement contre dans le principe, mais il dit que penseront nos enfants de ce que nous avons fait aujourd'hui? C'est intéressant de se projeter un peu à rebours comme ça. Et donc, il conclut rapidement qu'il ne le sent vraiment pas. Et donc, il est pris dans un étau. Soit il rase Cuba, soit il accepte le fait accompli. Les deux solutions sont inacceptables, en fait. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'organiser pour faire émerger une troisième solution, une alternative qui n'était pas prévue. Et donc, alors ça, c'est très bien décrit dans la littérature du management, puisque il va organiser donc son équipe. Il y a des généraux, des conseillers, etc. L'une des techniques qu'il emploiera, c'est de s'absenter, parce qu'il sait que la présence du chef inhibe la créativité, parce qu'on passe plus de temps à détecter ce qui va plaire au chef, etc. Donc volontairement, il s'absente, et ça libère une forme de créativité, et ça ferait émerger donc la solution qui a été retenue à la fin, qui est celle du blocus. C'est-à-dire qu'on est à la fois très ferme, mais on ne rase pas Cuba, et ça permettra un dénouement pacifique de la crise. Donc,
face à l'incertitude, il faut effectivement non pas choisir des options, qui est le paradigme managérial, mais plutôt créer une option originale, créative, qui trace une voie qui existait presque par définition pas auparavant. Si on reprend l'image des séries 24 heures, qui a été il y a quelques années des premiers grands succès des séries télé, ce serait quoi un plan d'action dans une période d'incertitude pour un comité de direction? Quelles sont les étapes à franchir pour reprendre contrôle? Le mot contrôle est un mot qui est très important dans ton livre, tout le dernier chapitre y est consacré. Quelle serait la séquence d'action que tu pourrais suggérer à un comité de direction pour reprendre contrôle? Alors, on l'a évoqué, mais j'insiste beaucoup là-dessus. La première, c'est presque la plus importante, je pense, c'est effectivement cet examen des modèles. Voilà. Ça, il faut vraiment le faire de façon déterminée, et ça ne peut se faire qu'au plus haut niveau. Hein. C'est clairement COMEX, hein, avec une implication de la DG. Voilà. Quels sont les modèles aujourd'hui qui sont en voie d'obsolescence? Et ça va porter pas juste sur le côté substantif, c'est-à-dire nos clients, nos concurrents, l'environnement géopolitique. Par exemple, l'industrie mondiale s'est bâtie sur un modèle qui est celui de la mondialisation, c'est-à-dire la croyance qui était qu'on pouvait avoir le commerce fait de façon indépendante et de la politique et de la géographie. Ça, c'est vraiment le grand modèle de la mondialisation. Enfin, on sait aujourd'hui que ce modèle, il est au minimum très fortement remis en question. C'est-à-dire qu'on ne peut plus penser aujourd'hui une stratégie sans avoir une stratégie géographique. C'est-à-dire on ne peut plus mettre toutes nos usines en Chine. Peut-être qu'il faut les mettre dans plusieurs endroits. On a des problèmes de transport avec la mer Rouge, etc. Donc on ne peut plus ignorer la géographie, on ne peut plus ignorer la politique. Et ça, c'est un modèle qui est au cœur de la plupart des organisations aujourd'hui. Donc on est directement au niveau du COMEX. C'est-à-dire que ce qui était traité comme un sous-ensemble, on va dire, logistique pur, devient quelque chose de stratégique. Voilà. Ça, c'est absolument typique de ces changements de modèle. Hein. C'est pas juste, au lieu de faire A, on va faire B. C'est notamment quelque chose qui était de l'ordre de l'opération, devient stratégique. En fait. Et on a ces espèces de remontées de sujets comme ça. Donc, examiner nos modèles, donc à la fois sur ce qu'on fait, mais sur comment on le fait. Et ça va inclure un deuxième axe, c'est qu'évidemment, on a aussi des modèles de management et de leadership. Voilà, c'est quelque chose sur lequel moi j'interviens beaucoup aujourd'hui, c'est que un monde aussi incertain, aussi en rupture, c'est un monde dans lequel, pour schématiser, l'extérieur va plus vite que l'intérieur. Donc le terrain est plus en contact de l'information que le sommet. Est-ce que s'il y a un renversement, parce que le management était basé notamment, je simplifie un peu mais à peine, sur l'idée que le sommet en savait plus que la base. Le sommet, c'était le lieu où s'intégrait la totalité de l'information. Tous nos systèmes d'information sont basés sur cette notion pyramidale. Tout remonte au chef. Ça marche super bien dans un monde stable et en évolution lente. L'information a le temps de remonter, il y a des canaux, elle est filtrée, tout va bien, et on a une synthèse le lundi matin pour le PDG. Dans un monde qui va très vite, on n'a plus le temps de faire ça. C'est-à-dire que ça change tellement vite que ça n'a pas le temps de remonter. Ce qui remonte est peut-être déjà obsolète, etc. Le terrain est plus en contact avec la réalité que le sommet. Donc ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut aller vers une décentralisation massive, parce que ça veut plutôt dire que les rôles respectifs doivent être réinventés. Il faut redonner de la main au terrain, parce qu'il est plus en contact avec la réalité changeante. Sauf qu'on sait évidemment que va avoir aussi une nécessité de cohérence. Donc le centre reste extrêmement important. Mais on voit bien à quel point sont repensés nos modèles business, mais aussi nos modèles de management, nos modèles d'organisation. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, il n'y a pas, je dirais, un plan structuré. Alors, l'un des trucs de l'incertitude, c'est qu'elle se prête mal au plan structuré. Mais il y a cette idée de penser cette question en termes de modèles, modèle d'affaires, modèle de management, modèle de leadership, modèle d'organisation. Et ça, c'est un très beau programme, parce que derrière, il y a aussi l'idée, pas juste de se réinventer, mais de se réinventer en quelque chose de propre. Et je pense que c'est aussi là que va se faire l'avantage concurrentiel dans les années qui viennent. C'est-à-dire que les entreprises, pendant très longtemps, on pense à l'avantage concurrentiel comme un avantage produit. On pense à l'iPhone, etc. En oubliant que l'iPhone est beaucoup plus le produit d'une structure originale, en fait. Hein. C'est pas tant l'iPhone, même si c'est une merveilleuse machine,
qui fournit l'avantage à Apple, c'est l'organisation qui est capable de faire l'iPhone. Et donc, je crois qu'en incertitude aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est vraiment stratégique, le futur de l'avantage concurrentiel, c'est les organisations qui sont capables de se repenser avec cette idée d'incertitude. Donc, plus de latitude au terrain, mais sans oublier la nécessaire coordination, etc., ce qui est très complexe. Donc, réinventer nos modèles de management, d'affaires, stratégiques, etc., etc. Donc là, il y a du travail. En 2004, Google rentre en bourse et publie dans son prospectus une petite phrase que tu reprends dans ton livre. Google n'est pas une entreprise normale et nous n'avons pas d'intention qu'elle le devienne. Est-ce que finalement, il y a maintenant des entreprises qui peuvent être normales ? Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui essayent de l'être. C'est-à-dire qui sont, alors moi je le vois beaucoup, il y a un autre exemple que je cite presque à contrario d'une PME française pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, qui est en très forte croissance et qui a un modèle de management assez original puisque c'est un trio en fait à la tête. Donc ils n'ont pas de DRH attitré, de directeur financier attitré et l'entreprise marche très très bien. Et le trio sont des gens qui viennent du terrain, mais en même temps qui ont une vraie vision stratégique et qui peuvent être à l'aise aussi bien avec un contremaître qu'avec un financier aux États-Unis. Ça, c'est assez exceptionnel. Et moi, j'ai travaillé un peu avec eux autour du moment où ils se disent, et immanquablement, c'est bon, oui, ok, ça a marché, mais tout le monde nous dit qu'il faut qu'on se normalise, etc. Donc, cette énorme pression de devenir normal, à supposer que normal existe. Et être normal, il faut un advisory committee, puis il faut un DAF en charge, et puis un DRH en charge, ou une DRH, une DAF, etc. Et donc, il y a cette pression institutionnelle de normalisation. Et cette caractéristique de leur organisation est vue comme une espèce de scorie du passé. Voilà, on a fait comme ça, mais c'est peut-être parce qu'on n'était pas bien organisé, ou qu'on était un peu paysan, un peu machin, etc. Et moi, je leur dis, mais peut-être que c'est la clé de votre réussite, en fait. Vous voyez, regardez-le non pas comme une scorie, mais comme quelque chose qui vous rend unique. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette citation de Google. Alors, je ne sais pas s'ils ont tenu leur pari, mais pour moi, la stratégie, c'est pas juste, ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est pas juste faire des produits différents, c'est être différent. Alors, non pas comme un principe, on fait différemment pour faire différemment, c'est que la stratégie incombe d'être différent pour pouvoir faire les choses différentes. Et ça commence dans l'organisation. Donc oui, c'est une citation que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je l'ai reprise. Nous n'avons pas l'intention de devenir une entreprise normale. Et pour ça, il faut entretenir sa flamme intérieure. Ouais. Et là, tu cites Nietzsche. Ceux-là sont mes ennemis qui veulent me renverser et non pas se créer eux-mêmes. Oui. Alors, se créer eux-mêmes, voilà, je crois que c'est le cœur de la stratégie. Et c'est très concret, hein, c'est-à-dire que moins s'occuper de l'extérieur et plus se dire, voilà, pour prendre un exemple, je l'ai vu qu'il y a plein d'anecdotes, mais quelque chose qui revient très souvent dans des entreprises qui sont par exemple en forte croissance. Je me souviens de cette entreprise de la tech française, une très belle boîte, qui n'arrêtait pas de dire il faut qu'on, alors c'est un anglicisme, il faut qu'on soit plus processé. On n'a pas de process, etc. Et un jour, je leur dis, écoutez, vous avez 20 000 collaborateurs, vous faites, c'est du logiciel, vous faites des produits d'une complexité absolument ahurissante. Comment pouvez-vous me dire le plus sérieusement du monde que vous n'avez pas de process? Bien évidemment que vous avez des process. Ah oui, mais c'est pas ce qu'on veut dire. Alors, ce qu'il voulait dire, c'était que, on revient sur cette bulle, il s'était construit une image qui était, oui, on arrive à faire des choses, mais on n'a pas des bons process au sens de Microsoft, par exemple. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait venir quelqu'un de Microsoft, débauché à grands frais, qui a essayé de tout mettre au carré, qui est resté 6 mois, qui a fait des dégâts considérables. Et là, on est vraiment dans l'exemple typique qui est de dire, l'enjeu, c'est pas comment ils font chez Microsoft et nous, on doit faire pareil. Toutes les entreprises ont, vous savez, les best practices, tu connais par cœur, qui est de dire, si le référent de mon industrie fait comme ça, moi, je dois faire comme ça. Et en fait, non, l'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, c'est de dire, quel est le sens que nous donnons au mot process? C'est quoi un process pour nous? Et c'est très important parce que quand on creuse un peu la notion de process, un process, c'est quoi? C'est un ensemble de connaissances sur comment on fait ce qu'on fait, en fait. Comment on développe un jeu vidéo, comment on fait une pizza, etc. Et cette connaissance-là, elle est issue de notre expérience, de notre apprentissage, et donc nécessairement, elle reflète qui on est.
Donc il y a une vraie valeur plutôt qu'à aller chercher à l'extérieur, à effectivement se créer ou se recréer soi-même en disant voilà, comment peut-on nous définir des processus qui évidemment à la fois soient efficaces, mais qui reflètent aussi qui nous sommes, parce que c'est consubstantiel. On ne peut pas séparer un processus, c'est pas je sais pas, une batterie de voiture. On arrive, on change la batterie, puis on en met une autre. Le process, il exprime qui on est comme organisation. Un bon process, c'est ça. C'est pas quelque chose qu'on a copié des autres. Alors, on peut apprendre des autres, évidemment, on peut s'en inspirer. Mais voilà, donc il faut se recréer soi-même, parce que c'est aussi une façon d'animer cette fameuse flamme intérieure, hein, puisque le processus va exprimer non pas juste ce que nous savons, mais aussi qui nous sommes. Là, on va mettre de l'importance, là, on va mettre un peu moins d'importance, etc. Tu parles aussi de cette flamme intérieure comme une tension qui est jamais résolue entre la performance et rester humain, entre progresser, innover et se protéger. Comment est-ce qu'on entretient cette tension sans que ça provoque de l'usure dans les organisations? Alors, ça, c'est très important parce que quand on travaille sur l'incertitude, moi, j'ai beaucoup de gens me demandent, voilà, on voudrait avoir des processus clairs, c'est trop ambigu, on ne sait jamais qui décide, est-ce qu'il faut être centralisé ou pas, etc. Et il y a là aussi, c'est une croyance, hein, cette croyance que face à l'incertitude, il faut que tout soit clair à l'intérieur. Processus très clair, décision très claire, etc. Et ça, c'est vraiment une illusion. C'est-à-dire que je dis souvent un peu en souriant que la vie à deux n'est pas simple. Il y a 4000 ans de littérature là-dessus. Alors quand vous avez 20 000 collaborateurs, ça ne peut pas être simple en fait, hein. Donc la complexité, elle est intrinsèque à tout collectif humain et ça commence à déjà Montaigne disait bien que c'est pas simple. 2, alors là c'est la complexité à la puissance 8 et 20 000, 100 000. Voilà. Donc ça ne peut pas être simple. Donc nécessairement, l'organisation, elle est le lieu de conflit. Alors, ou de tension. Centralisé, décentralisé, protection, progrès, performance, robustesse. Voilà, on peut. Et l'enjeu, c'est de tirer parti de ces tensions. Parce qu'une tension bien gérée, c'est une source d'énergie. On le sait dans le monde artistique, moi je cite les Rolling Stones, où Keith Richards dit, c'est son point de vue, et moi je pense qu'il a raison, il dit, la raison pour laquelle les Rolling Stones durent depuis aussi longtemps de façon aussi créative, c'est qu'il y a une tension entre Mick Jagger et moi. Voilà. Il y a une forme de rivalité, alors ils sont amis, évidemment très proches, ils s'adorent, mais il y a cette tension, cette rivalité, et il dit, c'est une source d'énergie, voilà, on se tire des bourres, etc. etc. Et l'entreprise aussi, c'est le lieu des tensions qui peuvent être créatives, mais pour ça, il faut qu'elles soient gérées, parce qu'effectivement, il ne faut pas qu'elles dégénèrent en affrontement, qui là serait épuisant et destructeur. Mais cette tension-là, elle est profondément créative. L'absence de tension dans un collectif, c'est comme dans un couple, hein, c'est la mort en fait. C'est-à-dire quand il n'y a plus cette espèce d'émulation, de tension, voilà. C'est une source d'énergie, encore une fois, qui doit être gérée, mais c'est une source d'énergie. Et aujourd'hui, elle est absolument fondamentale. On recevait il y a quelques mois un négociateur en chef du RAID qui nous disait dans une négociation, c'est important qu'il y ait le conflit, c'est important qu'il y ait cette tension parce que c'est les moments où la vérité se révèle, où le forcené va dire vraiment ce qu'il veut. Et donc il faut cette tension pour faire émerger quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Alors c'est un très bon exemple, hein, puisque moi je cite aussi les travaux de Mary Parker Follett, qui est, alors c'est une des fondatrices du management moderne. Elle est peu connue, mais elle a travaillé sur les conflits du travail. Et ces travaux, notamment, sont à l'origine de tous les travaux modernes sur la négociation. Et elle dit, il y a, je simplifie, hein, il y a 3 solutions dans une négociation. Il y a le jeu à somme nulle, c'est-à-dire je gagne, tu perds, voilà, ou je m'écrase ou je t'écrase. Il y a ce qu'elle appelle évidemment le compromis, c'est-à-dire chacun coupe un morceau pour qu'on puisse rentrer dans la boîte qui ne change pas. Donc les syndicats demandaient 15%, ils obtiennent 3%. Le patronat ne voulait pas payer les jours de grève. Finalement, au lieu de 12 jours, ils sont prêts à payer 2 jours. Voilà. Chacun fait une concession et puis on rentre dans la boîte. Puis après, elle dit, il y a ce qu'elle appelle un peu bizarrement, mais l'intégration, c'est la sortie par le haut, la sortie créative. Hein, et ça a donné tout le courant moderne sur les négociations, c'est-à-dire qu'on négocie pas sur les positions, mais sur les intérêts, et on peut sortir d'une négociation dans laquelle les 2 parties sont gagnantes. Et ça montre comment ces tensions, ces conflits peuvent être créatifs,
s'ils sont bien gérés. Et ça revient sur l'enjeu du management, effectivement, qui doit être créatif. J'aimerais qu'on revienne sur ton bouquin Effectuation, parce que c'est vraiment un ouvrage de référence. Comment est-ce que les 5 conseils que tu donnes aux entrepreneurs vers qui est dirigé ce bouquin, comment est-ce qu'on peut mettre en pratique des conseils d'entrepreneuriat au sein de grandes organisations pour retrouver cette agilité face à l'incertitude? Alors, c'est effectivement un des moi, j'interviens beaucoup en entreprise avec, je vais le faire encore la semaine prochaine, sur comment mobiliser l'effectuation dans une entreprise. Alors, le premier qui consiste à dire faites avec ce que vous avez sous la main, effectivement, quand on est dans une entreprise, on a beaucoup de ressources sous la main. Et l'idée, c'est de dire, n'allez pas demander des budgets, des choses comme ça. Vous avez plein de ressources sous la main, notamment vos collègues de travail. Vous allez leur demander un peu d'aide, un peu de temps, etc. Avec le deuxième principe qui est celui de la perte acceptable. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir un collègue en disant arrête de travailler et travaille pour moi pendant 15 jours, mais vous allez plutôt dire est-ce que tu aurais 1 heure à m'accorder, on mange ensemble au réfectoire et puis je te poserai 3-4 questions. Voilà. Donc on va demander de l'aide dans ce qu'on appelle en perte acceptable. On fait quelque chose, si ça marche, c'est bien, si ça marche pas, c'est pas trop grave. Moi, j'appelle ça petite victoire. Le troisième principe, c'est de la co-création. C'est l'idée de dire, j'ai pas besoin d'être un grand génie. Ce dont j'ai besoin, c'est d'aller avec d'autres créer quelque chose. Alors moi, j'apporte, je prends la métaphore de la cuisine, moi j'apporte certains ingrédients, toi t'en apportes d'autres, et après on se dit qu'est-ce qu'on peut imaginer ensemble à partir de là. Et ça, évidemment, ça fonctionne très bien en entreprise. L'intrapreneur ou même la personne qui veut faire des choses dans une entreprise, elle a beaucoup plus de ressources qu'un entrepreneur seul à l'extérieur. Le quatrième principe, c'est de tirer parti des surprises. Au sein d'une entreprise, il y a des choses nouvelles. On s'implante dans un pays, tiens, ça fait plein d'autres opportunités, etc. Et puis le cinquième principe, c'est de dire, c'est un peu l'idée d'avoir cette notion de contrôle que tu évoquais un peu tout à l'heure, de dire, je sais un peu où je veux aller. Il y a quelques grands principes sur lesquels je voudrais que mon entreprise avance, qu'on soit plus présent dans l'IA. Alors, je ne sais pas quelle forme ça prendra, je ne vais pas faire de prédiction, mais je veux qu'on aille plus loin dans l'IA. Ok, qu'est-ce que je fais? Je sais que, tiens, par exemple, ma collègue de bureau, son mari est très bon en IA, donc je vais l'inviter à manger, puis on va voir ce que ça donne. C'est des principes qui, au fond, s'appliquent aussi naturellement seul quand on veut entreprendre qu'au sein d'une organisation. Et ça, c'est aussi un facteur pas juste d'entrepreneuriat, mais de faire bouger les choses au sens large. Et donc des principes qui sont aussi très mobilisés dans des sujets de transformation organisationnelle, en fait. C'est pas juste pour créer une activité, c'est faire bouger les choses. 2 derniers sujets. On a parlé de contrôle tout à l'heure. Ouais. Tu finis ton bouquin là-dessus, sur finalement faire face à l'incertitude, c'est reprendre le contrôle de son narratif. Ouais. Mais c'est pas le contrôle au sens processus, KPI. C'est une forme différente, plus humaine de contrôle. Ouais. Oui, c'est au fond. Alors, en psychologie, on sait depuis très longtemps. Alors, ça a été beaucoup montré avec Mohamed Younous et les micro-prêts. Lui, il disait quelqu'un qui reprend même un tout petit peu, un peu de contrôle sur sa vie, ça lui change la vie. Il disait, par exemple, on sait que lui, il a fait des prêts, notamment à des femmes du Bangladesh, dont beaucoup étaient illettrés. Il dit, quand on leur apprend les rudiments de lecture et du calcul, et qu'on leur prête un peu d'argent, ça change leur vie radicalement. Donc, l'être humain a besoin d'un même petit degré de contrôle, parce que le pire sentiment pour un être humain, c'est de se dire « je ne suis qu'une feuille ballottée par le vent ». En fait, voilà. Rien dans ma vie, je n'ai de contrôle sur rien. Et donc, c'est vraiment ça, cette notion. Alors, c'est vrai que contrôle, il y a une ambiguïté. Alors, on peut aussi parler d'influence ou d'impact, mais c'est de dire, il y a une partie de ma vie que je contrôle. Et à partir de là, alors moi l'exemple que je donne, il est à la fois très simple et je pense très important. C'est cette chinoise, Madame Tao, qui se retrouve à la rue. Elle est quasi illettrée et elle survit en vendant des bols de riz. Alors vendre des bols de riz en Chine, on n'est pas dans du disruptif. C'est extrêmement basique. Et pourtant, c'est une forme de contrôle, c'est-à-dire que normalement, elle aurait dû devenir mendiante. Et elle se dit, moi, je vais vendre des bols de riz. Rien que ça, c'est un degré de contrôle. Je ne serai pas mendiante. Je vais vendre des bols de riz à des étudiants. Alors, elle les vend 3 centimes, elle ne fait pas fortune. N'empêche que ce petit pas, lui... Et après, elle va de fil en aiguille faire des choses formidables.
Mais c'est surtout sur ce premier pas que j'insiste, c'est de dire, elle dit juste, et elle le fait pas de façon philosophique, grandiloquente. Elle est dans la rue, hein, avec 2 enfants, son mari vient de mourir subitement. Elle dit, je vais vendre des bols de riz parce que comme ça, au moins, j'ai un petit degré. Ce qui va se passer après, je sais peut-être que je vais passer ma vie à vendre des bols de riz, je sais pas. Mais il y a ça. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très important. En incertitude, on essaye, et ça c'est une vraie démarche, plutôt que d'essayer de prédire, etc., c'est plutôt de se dire, voilà, et ça c'est vrai aussi, je pense, en stratégie, enfin moi je le défends, c'est quels sont les degrés de contrôle qu'on peut non seulement identifier, mais plus encore développer. Voilà, parce que je crois que l'art de la stratégie, c'est d'aller trouver des leviers. Alors c'est Rummelt le dit dans son livre Good Strategy, Bad Strategy, il dit la stratégie, c'est développer des points de contrôle, en fait. Et ça, c'est un acte créatif aussi. Sur quoi on peut avoir de l'influence? Ça peut être en marketing, en finance, etc. Ça s'applique partout et ça s'applique aussi, évidemment, individuellement. L'incertitude, c'est la possibilité de créer quelque chose de nouveau. Si le futur ne peut être prédit, il peut être créé. Par qui? Par nous. C'est un message extrêmement positif. La joie également joue un rôle important dans ton livre, dans ton approche du management. C'est Spinoza, la joie accroît notre puissance d'agir. Peut-être qu'on peut finir par conclure sur la joie comme moteur de transformation. Oui, la joie, c'est... Alors, Spinoza dit, la joie, c'est quand on est dans le vrai. Alors, ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure. Le vrai, il est pas toujours marrant. On le voit tous les jours, hein, donc il y a pas du tout de naïveté. C'est pas tout est merveilleux. Non, je suis dans le vrai, je suis dans la réalité avec ses côtés scabreux, douloureux. On voit ce qui se passe dans le monde, mais je suis dans le vrai et à partir de là, je peux agir. Et quand je suis dans le vrai et quand j'agis, il y a une forme de joie parce que là encore, j'ai mon petit degré d'influence. Voilà, la petite voie que j'ai pu tracer. C'est peut-être juste un petit chemin, mais c'est moi qui l'ai fait. Voilà, c'est mon petit espace. J'invite des gens à jouer dans cet espace, on dialogue, on compose, etc. Et ça peut être une forme de joie. Sinon, effectivement, on s'assoit, on regarde la télé, puis on constate que le monde est épouvantable. Et là, effectivement, soit on s'enferme dans une bulle, soit on passe son temps à pleurer. Je crois que entre les deux, il y a cette idée de dire, voilà, la réalité, elle est pas marrante, mais ça n'empêche pas d'essayer d'agir avec les autres, de tracer son petit bout de chemin. Et oui, je pense que ça peut être joyeux. Je pense même que c'est la seule solution. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. C'était une grande joie de te recevoir, Philippe. Partagez. Un immense merci d'être venu partager avec nous ton enthousiasme, ton expérience et ces très belles références. Tracer sa voie dans l'incertitude, les 8 règles de votre création ultime. Création d'organisation, mais aussi création individuelle et personnelle. Sa propre voie. C'est un chemin de réflexion individuelle. Ouais. Un immense merci, Philippe. Merci à toi. À bientôt. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les prochaines masterclass de l'excellence managériale. Très bonne journée.